phare de nos charbonnages éclatait au bois du casier. Marcinelle devenait synonyme de tragédie. 262 mineurs ont péri dans l'incendie qui a embrasé les galeries où ils travaillaient. Ce matin, toute la presse, toute la Belgique se souvient et le journal Et Indépendance rend hommage aux victimes en publiant l'impressionnante liste des victimes. Ils étaient 95 Belges, quelques Allemands, des Hongrois, des Polonais, des Grecs et aussi 136 Italiens. Avec Marcinelle, les Belges et les immigrés italiens communiaient pour la première fois et ce fut dans le deuil et dans la douleur. Ces fleurs, accrochées aux grilles du charbonnage et les mauvaises herbes qui ont poussé entre les pavés, ce sont pratiquement les deux seules choses qui aient changé au bois du casier depuis 30 ans. Les châssis à molettes sont toujours là, le lavoir et la remise des locomotives aussi. Et puis, il y a les grilles, les fameuses grilles du bois du casier devant lesquelles, il y a 30 ans, s'agglutinaient les familles des mineurs. Ce matin, ces grilles, elles étaient entr'ouvertes. Sur le carreau de la mine, abandonnée depuis 1968, quelques rares mineurs, des anciens qui retrouvaient des amis. Oui, j'en ai trouvé assez bien, oui. Les anciens collaborateurs du bois du casier. J'ai trouvé aussi beaucoup de veuves au bois du casier. Malheureusement, 30 années sont passées. Hein. Mais le souvenir reste. Et heureusement, je l'ai vu aujourd'hui, d'après la population qui s'est présentée. C'est bien. Ça m'a soulagé un petit peu, si tu veux. Hein. Au moins, on voit qu'on n'oublie pas. La cérémonie officielle ne s'est pas arrêtée au charbonnage. Le cortège est passé à quelques mètres pour se rendre au cimetière de Marcinelle. Là sont enterrés la plupart des mineurs morts le 8 août 56. Ils étaient 262. C'était tous des amis que j'avais ici. C'était tous des gens que je connaissais. Ils travaillaient de jour, moi j'ai travaillé la nuit. Alors vous savez qu'on ne s'est pas oublié ça. Hein. Je connaissais les victimes, je connaissais les familles. C'était tous de l'arrondissement ici de Marcinelle. Alors, vous savez, c'est un souvenir qui restera éternellement. Au-delà de l'hommage qu'il faut rendre aux victimes, la catastrophe de Marcinelle s'inscrit dans notre histoire. L'histoire, par exemple, des relations entre la Belgique et l'Italie. En août 56, avant Marcinelle, les relations entre les deux pays étaient très tendues. Exécrable en un mot, les recrutements de mineurs étaient suspendus à la suite de la catastrophe de Carignon du mois de février. Les autorités belges, notamment la Fédération charbonnière, avaient décidé de se retourner vers le Portugal et l'Espagne. Et au mois d'août 1956, les recrutements d'Italiens sont suspendus. Avec en fait une mauvaise réaction du côté belge, en ce sens que, à travers la presse, et je vais prendre l'exemple du Soir, dans un éditorial qui paraît quelques jours avant le 8 août 1956, le Soir écrit que si les Italiens ne désirent plus venir travailler dans la mine chez nous, eh bien ils n'ont qu'à rester chez eux. Marcinelle aura au moins deux conséquences positives. D'abord, favoriser l'intégration de la communauté italienne en Belgique. Ensuite, pousser les responsables à améliorer la sécurité dans les mines. Car les mineurs ont payé un tribut effrayant à l'industrialisation. On peut estimer en effet que 25 000 hommes, femmes et enfants sont morts victimes d'accidents dans les seuls charbonnages wallons. Il est 10h15 du matin. Afin d'éviter de souffler de l'air sur le feu qui gronde dans les puits, on a coupé la ventilation. L'objectif numéro 1 des sauveteurs est d'atteindre les 268 hommes qui restent bloqués aux différents étages de la mine. On arrose le feu, mais pour les atteindre, on n'a pas grand choix. Le puits de retour d'air est condamné par l'incendie. Il reste deux solutions. Aller à 715-765 par le puits en construction et redescendre plus bas par le puits d'extraction avec la cage qui est bloquée à quelques mètres de la surface. Une opération technique qui durera 3 heures. Vous connaissez maintenant le principe de la translation des cages dans une mine de charbon. Quand une cage descend, l'autre monte. Quand une cage monte, l'autre descend. Ces cages sont maintenues par des câbles.
des câbles qui s'enroulent autour des bobines de la machine d'extraction. Il y a deux bobines. Une des bobines est dite bobine fixe, parce que fixée à l'axe de la machine d'extraction. L'autre est dite bobine folle, parce que pouvant être désolidarisée de la machine d'extraction. Et c'est là que se trouve peut-être la solution du problème. L'idée de M. Calicis de travailler avec cette cage va passer par une manœuvre longue et compliquée. D'abord, ramener à la surface la cage qui s'y trouve presque et l'y fixer solidement. Ensuite, botter le câble de la cage bloquée à 975. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. On a donc fixé la cage de surface, on a fixé le câble qui soutient la cage de 975. Ensuite, on va s'attaquer à la machine d'extraction. On va désolidariser les deux bobines. Une fois que ces deux bobines sont désolidarisées, on va tirer sur la cour le câble de la cage bloquée à 975. 125 mètres de câble qu'il faudra dérouler à bras d'homme, 1 mètre égale 11 kilos. Et vous voyez maintenant pourquoi on a fixé le câble de la cage de 975 en surface. Pour éviter qu'il ne tombe dans le puits et qu'il n'abîme le guidonnage, rendant impossible toute descente ultérieure. Ce câble est déroulé, détaché du noyau, et tiré sur la cour. On resolidarise les deux bobines. On débloque la cage de surface et le miracle se produit, la cage peut descendre. Il est midi et pour la première fois depuis l'accident, des équipes vont descendre dans le puits d'extraction. Alors c'est un travail difficile Difficile, ça demandait du temps. C'était pas tant que c'était difficile, parce qu'il était habitué. Parce qu'une fois par mois, il fallait le faire. Donc, retirer les choses pour reprendre, comme je vous ai expliqué tantôt, pour reprendre soit un bras ou deux quand il y a trop de nœuds sur le câble. Donc, c'est une question de routine. Seulement, Ils étaient énervés, ces hommes qui travaillaient? c'est ça, ils étaient plutôt énervés. Énervés pourquoi? On transissait. Parce qu'il y avait des hommes. Parce qu'il y avait des ouvriers dans le fond. Ils ont fait ça à peu près en 3 heures. C'est vite, ça? Oui, c'est assez vite, parce que quand on retire un câble pour le remettre à nouveau, il faut compter qu'on travaillait. Donc on finissait la journée vers environ 4 heures. Ça durait jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir. Aux alentours du bois du Casier, dans le quartier des Haies, à Marcinelle, les fumées noires qui s'élèvent dans le ciel intriguent. Elles inquiètent aussi. On s'attroupe sur les trottoirs proches du charbonnage et on questionne. Et mon frère me disait toujours, reviens à travailler du matin. Mais moi, je disais non, je m'attends de nuit, pourquoi du matin, j'étais capable de servir dans le magasin. À 8h30, je crois que... 8h30, je crois. Ça, c'était les choses de la catastrophe. Et alors, plein de poussière de la place, ça sentait mauvais, de brûler, tout ça. Je demandais aux gens qu'est-ce qu'il y a. Je crois que j'avais 2-3 clients. Ils me disent, c'est l'accident à la mine de Casier. Quand je sors, je vais tout de suite. On est à 150 mètres, je crois. Quand j'arrive, il tombait des morceaux de charbon. Tous des petits morceaux, là, ils tombaient. Sur le toit de l'élévateur qui était arrêté, tout plein. Tu te rappelles, il est? Alors, à ce moment-là, j'avais ma belle-sœur avec moi. Je me suis dit, j'étais devant la grille. Certainement, on a été bouleversé. Je crois que je suis fermé tout de suite le magasin. En attendant quelque chose d'espoir, je voyais mes frères ressortir, mais c'était fini. Pourtant, on voyait encore que les molettes tournaient au matin. Ben, la tournée, mais pas, je crois que vers 10 heures. Je me rappelle pas précis, mais j'étais là, je voyais encore la cage. Je suis vu encore le corde, hein? Mais après ça, le câble. Mais après ça, ça restait un dépôt, je ne sais plus rien du tout pourquoi. Il est parti, je crois, à ce moment-là. Quand je suis vu la cage, pas tout. Je suis vu le câble. Pour moi, c'est le moment-là qu'il avait remonté, peut-être, je ne sais pas, mais après, je ne sais plus rien du tout. Ça a été fini. Et c'est là que je regardais moi toujours la cage, je le savais bien. Et au Sars Saint-Nicolas, à quelques pas de là, dans les baraques qui servent de logement aux émigrés italiens, la nouvelle se propage.
l'épouse de Cesare Di Berardino va commencer un douloureux calvaire. Signora, voi siete rivenuta oggi a Marcinelle 20 anni dopo. Quali sono i suoi pensieri oggi? Il mio pensiero è sempre quello, mi ricordo sempre la tragedia, perché pure quando passo davanti alla chiesa è brutto vederlo. Come avete conosciuto la notizia di questa tragedia? Io stavo malata e allora ho sentito le grida e sono corsa alla finestra a vedere, ho visto le altre vedove, le altre signore che erano andate a portare i bambini alla colonia e così ho visto che era successa la tragedia. Non voleva il suo marito lavorare? Quella mattina no, perché io avevo la febbre. Lui ha detto adesso non vado a lavorare, mi sto a casa. Ho detto no vai, tanto che fai? Ho detto c'è mia sorella che mi cura e lui è andato. Voi siete andata davanti della miniera il giorno? Sì, l'avevo visto stamattina con tutta la febbre. E che avete visto? Ho visto il fumo, ho detto io adesso vedo se è possibile guarirsi. E così, quando appena sono giunta lì, allora ho visto che non c'era niente da fare perché l'ascensore è grande, ho detto non esce via nessuno. C'était d'ici exactement devant, n'est-ce pas? Donc les voitures de secours devaient passer par là et la foule occupait la rue, n'est-ce pas? Et de ce moment-là, j'ai dégagé la rue, n'est-ce pas, avec une dizaine d'hommes, n'est-ce pas? J'ai dû mettre quelques hommes à l'intérieur du charbonnage sur le carreau pour éviter l'invasion déjà de quelques personnes qui essaient de s'infiltrer par l'arrière du charbonnage. Alors quand vous dites j'ai dû dégager la rue, c'est pas du tout du maintien de l'ordre traditionnel. Comment faire pour faire reculer ces gens qui sont des pères, des mères? Oui, ce sont des gens affolés déjà, mais ce n'est pas dégagé dans le sens d'un service d'ordre ordinaire, n'est-ce pas? On invitait les gens à le faire, ils le faisaient gentiment. Il n'y a pas eu de heurts à ce point de vue-là, aucun. Sur la cour, les sauveteurs, dans l'attente d'une descente, s'équipent des dragueurs, ces appareils respiratoires qui leur permettent d'affronter une atmosphère toxique. Voici un sauveteur équipé d'un appareil respiratoire de durée d'une autonomie de 4 heures. Cet appareil est composé d'une bonbonne d'oxygène de 2 litres chargée à 200 atmosphères, un détendeur qui réduit la pression à 3 atmosphères et laisse passer un débit constant de 1,5 litre à la minute. Ce débit constant d'oxygène s'amène dans une boîte à soupape et le sauveteur respire par le tuyau d'inspiration l'oxygène qui lui est nécessaire. Il rejette l'air expiré qui vient par un jet de soupape, traverse une cartouche de soude caustique qui absorbe le CO2. L'air expiré revient dans un sac respiratoire où il vient s'ajouter au débit d'oxygène. Cet appareil pèse 18 kg. Il a été utilisé donc en 1956 au bois du Casier. À l'heure actuelle, nous disposons d'un appareil de poids nettement inférieur, 12 kg 500 exactement. Ici René Duval qui vous parle du charbonnage d'Amercœur à Marcinelle. Des cris de femmes, des scènes de désespoir, les prières d'une foule accrochée, agglutinée au gris du charbonnage, une fumée épaisse, telle est la première vision qui se présente à moi. Je me trouve en ce moment à quelques 20 mètres du puits, mais auparavant je vais vous résumer les faits. Ce matin, à 8 h du matin, un incendie éclatait à l'étage 835 mètres par un court-circuit, au fond donc du puits d'extraction. On ne sait pas. On n'a pas d'informations précises, mais partout au pays de Charleroi, les oreilles se tendent vers les postes de radio et les yeux se tournent vers les hauteurs de Marcinelle, où les fumées, les inquiétantes fumées noires continuent à rouler entre ciel et terre. Et elles sont maintenant nombreuses au gris, ces épouses qui ont tout quitté pour venir aux nouvelles. Quand vous a-t-on prévenu qu'il y avait un accident? Proprement dit, je l'ai su à 2 heures. Mais depuis 10 h du matin, on tournait autour de moi pour me le faire entendre. Mais... Vous étiez à votre travail, où ça? Au charbonnage de Gouffre, au Rivage.
Et ce sont les surveillants. Il y en avait un qu'on appelait Lolo, je ne sais pas bien son nom. C'était Wistman. Il m'a demandé ce que Philippe travaille. Je dis, au bois du casier. Je dis, pourquoi? Il me dit, il gagne bien sa vie. Je dis, ben, apparemment, oui. Et un quart d'heure après, c'est un autre qui est venu et tout en parlant. Il me dit, combien tu as d'enfants, toi, ma fille? J'ai dit, aïe. Elle me dit, ton papa est toujours malade. J'ai même répondu, ben, là, une question aujourd'hui, elle m'a répondu, ben, c'est parce que, où est-ce que travaille ton homme? Je dis, au casier. Oui, mais auquel? À Marcinelle, que j'ai dit, parce que je n'étais jamais venue, je ne savais pas. Et à midi, on a été dîner, et tout le monde s'intéressait à moi. Je me demandais ce qui se passait. Et vers 2 heures, on est venu du bureau des salaires. On est venu me dire qu'on me demandait de la centrale de mineurs. C'est du syndicat, ça? Ah, certainement. Moi, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai demandé pourquoi. Et je dis, c'est mon papa qui est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon papa était malade depuis 5 ans. Et on m'a dit, ben, on vous mente. Et alors, on m'a dit, Madame Dr. Bell, j'ai dit, oui. Il faudrait retourner à Pironchamp parce que votre mari a un petit accident. Et j'ai dit, ben, la journée va être finie, c'est grave. On m'a dit, ben, il faudrait revenir. Et je suis remontée prévenir. On m'a dit, tu n'as pas besoin de prévenir, tu peux t'en aller. Et j'ai pris le chemin de Halache et je suis retournée, je ne sais pas comment. Et quand j'arrive à Pironchamp, ma maman m'a dit, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur, je parie de Philippe Vie. Mais il y a une catastrophe. Il y avait moyen de faire une exploration relativement limitée des travaux par le moyen de la communication de 765 au nouveau puits. Au puits en construction qu'on appelle le puits Foraki dans toute l'histoire du bois du casier. Alors, est-ce que ce passage est automatique? C'est-à-dire la communication à 765 avait été obturée quelques temps auparavant à la suite, disons, d'un dégagement très important de grisou qui avait eu lieu sur un tir lors du creusement du puits. Et pour éviter que dorénavant de pareilles bouffées de grisou ne risquent de pénétrer dans les travaux de 765, il avait été convenu, et l'administration des mines l'avait imposé d'ailleurs, une obturation de cette communication. Et on a laissé malgré tout un petit passage d'homme, un trou d'homme, permettant éventuellement, disons, le passage de personnes. On a beaucoup parlé dans le compte-rendu des opérations de sauvetage de l'élargissement du trou d'homme. Quel était le problème? C'est-à-dire le trou d'homme avait été réalisé, disons, de façon assez astucieuse en insérant dans la maçonnerie un vieux fond de chaudière, lequel présentait un trou d'homme métallique, donc permettant à un homme normalement de visiter une chaudière. Mais ce trou, évidemment, pour des raisons de solidité de chaudière, est limité vraiment au passage anatomique d'un homme, si je puis dire. Et malheureusement, l'appareil Dreger était contenu dans un boîtier dont les dimensions étaient à quelques centimètres, peut-être même quelques millimètres près, trop grand pour passer dans le trou d'homme. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'élargir ce trou d'homme pendant plusieurs heures. La raison en était que derrière le trou d'homme, il y avait une atmosphère toxique pendant un certain temps. Ce trou d'homme a été ouvert sans nécessairement permettre le passage des appareils Draguer. Ah oui, oui, ça, on n'a trouvé personne. Disons, la première personne qui a ouvert le trou d'homme, je crois que c'était l'ingénieur de la firme Foraki. Et il a fait une très très rapide excursion, je dirais, peut-être de 10 mètres au-delà du trou d'homme. Et là, il a vu un cheval mort. Et alors, à ce moment-là, il a certainement compris que l'atmosphère était certainement mauvaise et il s'est replié. Alors, à ce moment-là, je crois qu'on a dû faire des mesures et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait danger. Il faudra longtemps pour élargir ce trou d'homme. Entre-temps, il n'est pas loin de midi, les travaux de bottage et de débottage du câble se terminent dans la fièvre au puits d'extraction. Et sur le carreau, les premiers sauveteurs s'apprêtent à descendre dans l'inconnu, dans la chaleur et dans la fumée, avec comme seule protection le draguer. Il y avait M. Galissis, M. Galvan et un autre que je ne sais pas son nom. Ils étaient 3. Comment ça s'est passé, ça? Alors ben voilà, M. Galissis m'a dit, voilà, nous allons descendre. Et tous les 10 ou 20 mètres, ça je ne me souviens plus exactement, nous sonnerons, mais tant qu'on sonne, descend. Parce que ici, n'est-ce pas, quand
les chefs parlent, ils ne parlent pas de machiniste. C'est toujours le tireur. Alors il m'a dit, donc tu descends. Et si tu vois qu'on ne sonne plus, naturellement, on ne sonne plus. Alors ils sont entrés dans la cage. J'ai fait les manœuvres d'en bas, n'est-ce pas, pour avoir plus facile, parce qu'il y avait un cordon de sonnette qui communiquait avec les sonnettes d'ici. Et ils sont descendus, ils sonnaient, jusqu'au moment où ça n'a plus sonné. Mais on continue à descendre quand même. Alors j'ai pris la responsabilité de moi-même de dire au machiniste, arrête. Le machiniste s'est arrêté et je lui ai dit, allez, remonte-les au jour. Et ils sont remontés et effectivement, ils brûlaient. Et ils n'auraient plus se sonner. Vous n'avez pas pris des risques ce jour-là? Oui, mais c'était urgent. Hein. Il fallait descendre absolument. Et sur place, il y avait avec moi, M. Galicis, c'est la centrale de Marcinelle. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Le directeur était anxieux, il voulait savoir le plus vite possible ce qui passait au fond. Et je suis descendu avec lui. C'est à quelle heure votre première descente? La première descente que nous avons faite, il était environ midi 10. Vous êtes allé jusqu'où? Nous sommes allés jusqu'à à peu près à 170 mètres, mais là nous avons dû rebrousser chemin, faute des grandes chaleurs qu'il y avait là, dans le puits. Est-ce que ce n'est pas là que vous avez senti des brûlures? Oui, nous avons été brûlés, mais c'est par la vapeur d'eau. Moi j'ai été brûlé à ma jambe et M. Galicis a été brûlé à la nuque. Alors après cette remontée, qu'a-t-on pu faire pour descendre encore? Donc nous sommes remontés vu que la tempête était trop forte. Et pendant un moment, on a remis un ventilateur en route pour tâcher de retirer le bouchon de vapeur qui se trouvait à 170. Et vers 4 heures, donc il était 16h30, nous sommes redescendus, moi, M. Galicis, c'est un sauveteur de Marcinelle. Et à ce moment-là, nous avons pu avoir accès à la pompe de 170. Et nous avons été chercher pour aller trouver M. Wilmar Germain, qui était le pompier. Malheureusement, nous n'avons pas su aller assez loin dans la tenue parce que l'eau était en ébullition. Vous ne l'avez pas vu? Non, je n'ai pas vu. Alors après, vous êtes parvenu à descendre un peu plus bas encore? Oui, nous avons repris la cage, nous sommes descendus jusqu'à l'étage de 390 mètres. Là, de nouveau, nous avons été voir après le pompier, que nous n'avons encore pas trouvé. Nous avons repris la cage et ainsi de suite. Nous sommes descendus à l'étage de 500 mètres, 600 mètres et 715 mètres. À 715, il y a quand même une bonne nouvelle. Là. Oui, là, heureusement, nous avons une bonne nouvelle parce que il nous semblait, du moment que nous avions pris pied dans le voyage, il nous semblait avoir entendu du bruit. Meneer Louis, kunt u ons vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik zal beginnen van voren af aan. Ja. Ja. We zijn afgegaan om 7 uur 's morgens, gelijk alle dagen. Ja. En naar de tij opgegaan. We hebben om 7 uur ons plaats gekregen van onze paviljoen. De stok voor het werk van alle dagen. Hè. En dan als alles gereed was, zo, ik denk zo 7:15 ongeveer, misschien iets later, ja, is dat beginnen rook op te komen in de tij. Eerst een klein beetje, dan altijd meer en meer. Ja. En dan is het binnengestroomd. Ja. Natuurlijk, als die rook binnenkomt, wij dachten dadelijk dat er is iets aan de hand. Ja, ja. En allemaal weg, naar boven. En als we dan boven kwamen aan de kop van de tij, was die andere tij ook al daar. Was nog een tij van Vlamingen. Ja. Hoeveel mannen waren daar? Ja, ik denk ongeveer een 20-tal. Ongeveer, ja, ik heb ze niet geteld. Ja. Dan daar was onze paviljoen ook bij Bouwman. En die zegt, jongens, wij zitten er slecht voor, want ik geloof dat er brand uitgebroken is. Ja. Die had dat gedacht, ja, en het was waar ook. Ja. En hij zegt, kom, volg ons allemaal, we gaan terug naar het Beur. Voor te zien of we op een dag kunnen komen, ja. Zo dus wij allemaal achtereen, de een achter de andere, naar het Beur op 715, ja. En dat was altijd meer en meer ook, ja. En je kreeg altijd moeilijk voor adem te halen, ja. En als we dan aan
aan het burger gekomen zijn, heeft ene de deur opengetrokken, de eerste deur. En daar is volle geweld ook uitgestoken. Ja. Die deur hebben ze terug toegesmeten. En dan zijn ze de andere kant gegaan naar het andere vosgat. Ja. Andere put. Ja. En op dat moment ben ik gevallen op een tak. Met een tak zo, dat is in ijzer zo, ja. Ben ik opgevallen, ja. Ja, dat is mijn geluk geweest, ja. Ik ben er gevallen en ik was dadelijk bewusteloos, wist van niets meer. Was u daar alleen? Nee. Na uw geval? Als ik terug ben bijgekomen, dat is misschien uren nadien geweest, ik weet niet hoe lang ik gelegen heb, ja. Maar er lag over mijn voeten lag, een jongen van 18 jaar, Alphonse van der Plas. Die lag daar over mijn voeten zo, ja. Maar dat moment dat ik ben bijgekomen, ja, ik weet niet, dat was precies zo of ik een nachtmerrie, ja, meemaakte. Hè. Ik wist niet, ik was in de fos, ik wist niet, ik was thuis. Dat was precies dat dat bloed zo allemaal stil stond. Ja. Ik kon me niet bewegen of niks, maar ik kan wel helder denken, hè. Maar niet bewegen, kon ik niet. Maar dan stilletjes aan, ik heb me gevloekt en getierd en alle heiligen uit de hemel aan roepen. Hè. Stilletjes aan ben ik terug bij kracht gekomen. Ik heb me kunnen rechtzetten. Rechtzetten. Hè. En heb ik die vondsten van de Plas gezien op mijn benen. Ja. Ik ben dan recht gekropen. Ik heb Fonske meegesleurd. En dan is hij ook op dat moment terug bij bewustzijn gekomen. He? Ik zeg in mijn eigen, ik dacht ja, wij mogen hier niet blijven, want het is hier veel te gevaarlijk. Hè? En ze hebben gepasseerd aan de eerste deur. Ja. En tussen die deur stond een chariot. En hebben die andere deur mee opengedaan. Ja. En dan hebben we daar blijven liggen. Tussen die twee deuren in. Ja. En dan in een hele tijd nadien heb ik terug horen roepen achter de laatste deur. Ja. En dat was dan Alphonse Verreken, die riep. Ja. Ik ben dan teruggegaan naar daar. Ik heb Fons van der Reken meegetrokken bij ons. En dan hebben we die wagen uitgeladen en omgekiept. Ja. En zijn eronder gekropen. Ja. Vous pensiez que les sauveteurs allaient arriver vite? Non, je reste encore longtemps. We zijn nog lang in die wagen liggen. Hoe lang, ik weet het niet, want de tijd die stond precies voor ons stil. Ja. Want op liste, ik zelfs, op liste dacht, het is toch gedaan met ons. Ja. Oh ja. Als je weet dat er van achter de poorten aan branden en boven is alles een kraak, ja, dan kun je denken dat we met angst zitten. Ja. Ik dacht, het is gedaan met ons. En onvermijdelijk schik je u erin. Ja. En dan Alphonse van der Reken, die was altijd maar aan het onthuilen van de pijn. Ja. Die was helemaal verbrand. Ja. En dan op een zeker moment heb ik toch iets gehoord. In Beur. Ja. En dan, ik heb geroepen. En dan is de conducteur gekomen, Galvan. Quand Monsieur Lowy a crié, c'est vous qui l'entendez, Monsieur Galvan. Est-ce que vous entendiez ces cris? Non, ces cris, je ne les entendais pas. Mais j'étais descendu avec M. Calicis. M. Calicis se trouvait derrière moi. Et il m'a pris par l'épaule pour me faire comprendre que lui avait entendu un bruit. Mais j'ai regardé tout alentour de moi, je ne voyais rien, à part qu'il y avait un wagonnet qui s'est renversé. Alors je me suis approché du wagonnet et en effet, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. J'ai pris un morceau de bois pour l'écarter des cintrages. Et M. Lowy, à ce moment-là, est sorti du wagonnet. Et avec lui, il y avait encore 2 autres hommes. Est-ce que M. Lowy était encore bien conscient, lui? Oui, mais quand même pas tout à fait. Pas tout à fait conscient parce que, à mon avis, il avait quand même respiré des fumées, alors... Meneer Lowy, wat hebt u gedacht? Ja, ik heb gedacht dat wij gered waren. Ik heb dadelijk gezegd tegen meneer Galvan en tegen meneer Calicis, ja, dat ze achter de deuren moesten gaan kijken dat er nog jongens lagen. Ja. Maar dan is meneer Galvan gaan zien en het was niet meer mogelijk van nog te passeren aan de deur. Ja. Alles was er voor rook en vuur. Ja. Monsieur Galvan, vous pensiez trouver des hommes vivants là-bas? Oh non, ça je n'y croyais pas.
J'ai même été très étonné de trouver les 3 survivants là-bas. Parce qu'à proximité de ce wagonnet, il y avait 3 portes, et derrière les portes, tout était brûlé, tout était en feu. Donc, ils ont eu vraiment de la chance d'en réchapper. Est-ce que M. Louis vous a dit où étaient les autres? C'est-à-dire que quand M. Louis est sorti du wagonnet, moi je voulais le conduire vers la cage pour le remonter à la surface. Et à ce moment-là, M. Louis m'a dit, André, camarade, dans le wagon. Donc il voulait me dire qu'il y avait encore des hommes dans le wagon. Et alors j'ai été chercher les 2 autres qui avaient dans le wagonnet. Vous ne les avez pas vus, ces deux-là? Ah, ces deux-là, non, je croyais qu'il y avait que Louis, moi, dans le wagonnet, puisque le wagonnet était renversé. Il faisait noir? Il faisait terriblement noir, bien sûr, on avait notre lampe. Hein, M. Calissis a été très émotionné quand il a vu ces hommes dans le wagonnet, surtout qu'il y avait un jeune garçon de 16 ans. Il a même pleuré, M. Calissis. Et il a demandé de le monter lui-même. Alors j'ai donné ce garçon à M. Calissis, il l'a pris dans ses bras dans un compartiment de la cage. Et moi j'ai pris les 2 autres hommes avec moi dans notre compartiment, nous sommes montés à la surface. Pendant les premières heures, on avait espéré pouvoir remonter des blessés. Alors on avait organisé dans la grande salle des douches, on avait reçu des autres charbonnages, on avait reçu des matelas qu'on avait installés par terre en espérant pouvoir remonter des blessés. Et les religieuses, les sœurs de charité de Marcinelle, qui ont été vraiment admirables, étaient venues offrir leur service pour l'ensevelissement des morts, pour les soins aux blessés. Beaucoup de médecins, le premier jour de la caisse commune des charbonnages, étaient là, présents sur place dans les premières heures. Et effectivement, le soir du 8 août, les premiers blessés de la taille des ouvriers flamands sont remontés. Mais la cour du charbonnage était remplie de bonne volonté, notamment d'ambulances, qui ont emmené chacun dans leurs hôpitaux les rescapés qui sont remontés. Et pour la première fois depuis le matin, depuis 8 heures du matin, des ambulances vont franchir les grilles, avec des hommes, blessés mais vivants, les femmes. Les mères sentent leur cœur qui se remet à battre. C'est donc vrai qu'on va pouvoir en sauver. C'est donc vrai qu'il n'est pas fou d'espérer. On croyait tellement remonter des survivants qu'un peloton de brancardiers de l'armée était arrivé sur place pour accélérer leur évacuation. Et déjà, en ce milieu d'après-midi, une émouvante chaîne de solidarité se soudait. De partout, on emmenait des extincteurs au casier. De l'étranger, on faisait des offres de services. Il y a eu dès le premier jour de la catastrophe des offres de services qui ont été faites par la centrale de sauvetage d'Essène et par celle de Douai en France. Mais dès le premier jour, ces offres n'ont pas été acceptées. Ne disons pas qu'elles n'ont pas été acceptées, elles ont été, comment dirais-je, appréciées à leur juste valeur, puisque c'était un beau geste de la part des 2 centrales des pays voisins de venir nous aider. Comme à ce moment-là, nous ne manquions pas de personnel, que nous avions encore la possibilité de faire appel à des centrales de sauvetage autres que celles de Marcinelle, il restait celles de Frameries, les centrales de Campine, etc. Nous avons remercié M. Berthiaud pour cette offre et M. Fonov également, M. Fonov pour la centrale, le directeur de la centrale d'Essène. Seulement, nous avons beaucoup apprécié que ces messieurs se sont rendus personnellement à Marcinelle et sont venus apporter leur concours d'une longue expérience aux discussions du groupe de travail qui devait prendre les décisions. On se bat sur plusieurs fronts. Personne n'est de trop pour descendre par le puits Foraki. Les hommes de la poste de nuit se sont présentés offrant leurs mains et leurs bras. Parmi eux, 2 Italiens, Angelo Berto et Nello Ferian. 2 hommes qui sont remontés en retard le matin même. Ils ont pris la dernière cage avant l'accident. On a descendu vers 11h15, les premières descentes par le puits Foraki. Et on a descendu à 765, on a passé les trous d'hommes, qu'on disait, les tas de cul là-bas pour savoir passer, pour savoir donner secours à des camarades. Mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'abord là-bas? Pour commencer, je vais vous dire, les premières choses qu'on a vues, c'était 2 chevaux. Bon, voilà. Après, nous autres, on a passé les chevaux et on a continué pour aller vers le front, quoi.
Et à ce moment-là, on avait trouvé 2. C'est lui qui l'a trouvé premier. Parce qu'on avait la chose d'un côté et un de l'autre. Alors lui, il est parti d'un côté et moi, je suis parti de l'autre. Et de votre côté, vous avez trouvé des vivants? Oui, on a trouvé des vivants. Il y avait un type au-dessous de 715, sur un chimney. Il y avait un type qui était pendu à sautement métallique. Quand vous dites pendu, comment était-il? Il était pendu avec ses bras, ses mains à sautement métallique. Alors le conducteur de nuit qui était avec moi, donc il m'a dit donne un coup de main pour le détacher. On l'a détaché, quand on l'a mis à terre, il a dit donne vite la bonbonne d'oxygène, on va peut-être le sauver. Et on a mis la bonbonne d'oxygène, et il a respiré 3 fois. La 3e fois qu'il venait de respirer, il n'a plus jamais respiré. Pour moi, il était mort, et après que j'ai appris qu'il était encore vivant. C'est Peers. Ça, je ne savais pas les noms, parce que dans les noms des victimes, il n'y a aucun qui était au courant. Par numéro de médaille, parfois, mais comme c'était la pause de matin, on ne connaissait pas beaucoup. Il y aura donc 3 autres survivants à 715-765, Peers, Salaerts et Wuyss, sauvés de justesse, car l'oxyde de carbone avait commencé à faire lentement son œuvre. Ja, daar kan ik niets meer van herinneren. Van de dag niks. Versta je dat? Kan ik niks. Want ik zat in de kliniek, ben ik wakker gekomen worden. En dan heb mijn vrouw bij mij geweest. En dan heb ik tegen haar gezegd dat ze onder in de grond kwam doen. Jongen zei tegen mij, trek de ogen eens op en zie je te gooi. Mais il y a aussi les premiers morts, 2 Italiens venus de Manopello, Rocco Iezzi et son frère Camillo. Je le savais un dépôt, mais vers 4 heures, j'avais travaillé dans la mine moi aussi, je m'ai doté de quelque chose, mais 4 heures, il y a un Italien qui m'a dit que mon frère était remonté, était mort déjà. Et alors à 3 heures, j'ai couru dans la nuit, et ils nous ont cherché, ils nous ont dit que je voulais aller reconnaître mes frères. Cioè, come te ne sei accorto della disgrazia? E no? io abitavo vicino, ho visto il fumo uscire dalla miniera, ho corso subito. E mi sono trovato subito di fronte al cancello e aspettavo che mio marito salisse dalla miniera. E i salvatori hanno trovato primo il suo marito? Sì, quasi i primi. E voi le avete saputo subito? Beh, dalle 7:30 la mattina l'ho saputo verso le 2 il giorno. Ci stava la mademoiselle della mina che portava notizie minuto per minuto, perché io mi trovavo in quelle condizioni, era grave, mi trovavo in stato interessante, e allora la mademoiselle veniva spesso a portarmi notizie per farmi sapere come stavano le cose. Per voi che è più difficile, di sapere il primo giorno che il suo marito è morto o di aspettare come le altre 3 settimane davanti di sapere? Beh, io sono stata più contenta di saperle subito. Io ho aspettato 3 settimane. La liste des victimes s'allonge, 5, puis 7. À l'étage 715-765, on est sans nouvelles de 13 hommes. Au fond, notre exploration de l'étage de 715 a été stoppée net, je dirais. Enfin, on n'a pas pu aller jusqu'au puits à 715 parce qu'en ouvrant une porte qui était destinée à ralentir le courant d'air, on s'est trouvé, disons, à 5 mètres du feu. Impossible de franchir. Ah non, heureusement, bien entendu, parce que heureusement que le feu, disons, la ventilation était dans le bon sens, parce que la moindre saute de ventilation aurait rabattu les fumées sur nous, et je crois qu'on y serait resté. Sans compter que nous n'étions qu'avec 2 sauveteurs munis d'appareils, les autres n'ayant pas l'entraînement pour porter le masque. Nous étions sous la protection de ces 2 sauveteurs, mais enfin, ils auraient eu fort à faire à devoir nous rapatrier. Quelle impression ça vous fait-il de voir le feu dans une galerie de mine? Ah, écoutez, ça c'est une impression évidemment qui me restera longtemps. C'est assez effrayant. Et on a un sentiment d'impuissance assez remarquable. Est-ce qu'on pense à s'attaquer à ce feu dans la galerie? Oh, c'est impensable, disons dans le sens qu'il y a un léger courant d'air qui évidemment ne peut qu'attiser le feu. Le revêtement des galeries à l'époque était de façon fort classique constitué de bois retenu par des arceaux métalliques. En conséquence, le feu avait tout de quoi se nourrir.
Elles avaient mis un drapeau pour moi pour prévenir que c'était ici qu'il y avait le feu. Et il y avait un haut-parleur. Il disait simplement « encore un survivant, encore un survivant ». Et à un moment de notation, j'ai regardé et mon mari, et je dis « oh, c'est toi, mon feu ». Et il est parti comme s'il ne m'avait pas perçu. Et je suis partie, elle m'a dit « c'est ton mari, mais je n'ai jamais répondu. Et alors, quand on arrive à la maison, il a dit « il n'y a pas de vacances avant fille. J'ai passé d'elle trop de lait, oui. » C'est tout ce qu'il m'a dit. Pour les sauveteurs qui se sont maintenant lancés à l'attaque des profondeurs, il n'y a plus d'heure, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit. Il est 8 heures du soir, il y a 12 heures que l'accident s'est déclenché et déjà, il devient difficile d'espérer. Le roi est sur place entouré des membres du gouvernement et les explications que lui donne M. Van de Nevel sont dramatiquement claires. Il faut toujours dans ce cas-là être, comment dirais-je, prudent dans ce qu'on avance, puisqu'en réalité, il faut ménager, disons, l'espoir qui reste parmi les parents des victimes qui sont à la portée, qui attendent des nouvelles. Mais dans le fond de mon âme, j'ai dit au roi que la situation était très, très, très préoccupante. Et que on ferait tout ce qu'on pourrait pour sauver tout ce qu'on pouvait sauver, mais que, je répète, tout espoir, à mon avis, de sauver tout le monde était déjà fort compromis à cette époque-là. Ça se passait le 8 août vers le soir. Angelo remontait en tenue avec son appareil dragueur au dos et je me suis avancée vers lui et je lui ai dit « Angelo, on va les sauver, c'est pas possible, ils vont remonter ». Angelo m'a répondu « Non, mademoiselle, on ne les sauvera pas ». C'était extrêmement dur, parce qu'on les connaissait tous par leur nom. Il y avait une grande fraternité au charbonnage et cette brutale information, qui était pourtant honnête et qui s'est révélée très juste, était inhumaine. Alors quand arrive la fin de la journée du 8 août, vous avez multiplié les efforts, vous avez pris des risques, vous êtes descendu dans des conditions difficiles, et le bilan c'est 6 survivants, 9 morts officiellement et une quinzaine de disparus. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Bon, moi personnellement, j'avais plus d'espoir, non. Quand nous avons atteint l'étage de 835 mètres, je me suis trouvé en présence de 2 cadavres. Alors, si ces hommes-là étaient morts à proximité des puits, dans mon esprit, ceux qui étaient dans les travaux étaient déjà morts. Les 80. Les 80, les 835, oui, étaient tous morts. Mais malgré tout, la lutte continue, malgré les difficultés, malgré les embûches. Plus bas que 835, la route est coupée par le feu et les fumées. Mais ils ne veulent pas désespérer, ils ne veulent pas se résigner, et à force d'efforts, ils remonteront Germain-Wilmar en fin de journée. Un seul, le pompiste, était en très mauvais état. Nos médecins l'ont installé dans l'infirmerie du charbonnage et ça sera le seul que nous aurons essayé de soigner. On l'a soigné le mieux possible, on l'a pratiqué la respiration artificielle, mais malheureusement on n'a pas pu le sauver. Il est mort dans mes bras, je lui ai fermé les yeux et ce sera le seul de toute la catastrophe pour lequel on a pu le faire. Monsieur Callisis, il est minuit maintenant, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont que la catastrophe est extraordinaire et va malheureusement faire beaucoup de victimes. On craint, enfin, il est évidemment très difficile, vous demandez des prévisions, vous pensez que... Nous avons toujours de l'espoir d'en retrouver un bon nombre vivant, mais les travaux d'approche sont rendus très difficiles et nous nous attachons à les retrouver le plus vite possible. Vous avez l'impression que nous pourrons être fixés dans combien de temps? Nous pourrons encore certainement... Demain de la journée, on sera certainement... Au moins 8 heures.
un peu mieux fixé sur le temps. Quel est le bilan actuel? Il y a 8 morts et non, 6 vivants. Il y en avait 6 et il y en avait 7, mais le 7e est mort. Il y a 8 morts. 8 morts et 6 vivants. Maintenant que la nuit est tombée, la première nuit, plus personne ne peut donc plus cacher la douloureuse vérité. On ne progresse plus que mètre par mètre vers les étages inférieurs. Mais il faut descendre. Il faut aller voir à 835, à 907, à 975, à 1035. Là en dessous, ils sont plus de 200 à attendre. Et on veut quand même espérer qu'ils vivent toujours. Si vous voulez, pour moi, c'était les deux grandes images que je retiens de cette affaire-là. C'était les parents au gris et la salle des pendus, comme nous l'appelions, c'est-à-dire le vestiaire où tous les vêtements de ces 263 mineurs étaient encore pendus, les attendant leur remontée. Et ça, c'était une image extraordinaire parce qu'ils étaient vivants. Leurs vêtements les attendaient tous pendus au bout des cordes dans la salle. Et je crois que c'est ça, l'image que nous avons retenue globalement de cette catastrophe. Très vite, la nouvelle franchit les frontières. En Italie, la presse accuse et pose des questions. Et Manopello, petit village des Abruzzes, est brusquement sorti de sa torpeur. E che hanno pensato la gente qui a Manopello da Belgio? E qua era tutto un lutto, perché dopo 26, quando ce ne stava? Quando se ne è morti qua? Dopo 28 morti, il paese è piccolo, siamo tutti parenti, tutti conosciuti, e quello è, la famiglia è quella. Signora, è difficile per me di fare pensare a ricordi brutti, ma come avete saputo la notizia della catastrofe di Marcinelle? Ha sentito proprio della radio, ne parla? Dalla radio. Dalla radio? Racconta come l'hai sentito. Aspetta, dalla radio, anzi, venne che la notizia. Io mi trovavo sotto alla porta, venne. Ecco, per questo, per non farmela dire fuori, dice, questo me lo sente fuori. Mi faceva assai, mi strilla e mi faceva assai sopra, ma che non mi capisce. Sì, capisco. Ma quando me ne va vecchio, me l'ha detto, dice, vedi che è successo questo. E che avete pensato quando avete saputo che c'era una catastrofe? Potete dire perché il suo figlio è partito per lavorare in Belgio? Per guadagnare da mangiare a noi che siamo in famiglia, perché il padre era morto, non c'era chi guadagnare. Il suo figlio era contento di andare in Belgio? Buono assai quel figlio, il più figlio buono. Signora, come avete saputo la notizia della catastrofe di Marcinelle? La mattina, la sera, mi dà a portare notizia il prete. Mi dà a dire che era morto ieri. Camille. Sì, si Rocco. Non, vous avez trompé. Vous croyez que c'était moi. Vous avez trompé. Vous croyez que c'était moi. Che avevano sbagliato e avevano detto che c'era Jeremy. Sì, io ho detto che c'era un altro figlio al Belgio. Che avete pensato quando i suoi figli sono partiti per lavorare in Belgio? Che pensate? Pensavo
Che era 3 figli e non mi è rimasto uno. Mais parfois, les larmes font place à la colère. Le vieux Dibiaz et sa femme qui habitent là-bas dans la colline accusent ces mauvaises mines belges qui ont tué leur fils. C'est comme si on l'avait assassiné. Ma sono un'altra uscita. Brutto era, quella miniera là è brutto perché non aveva 2 uscite. Non è possibile di trovare un'altra, c'era No, solamente ma ci 2. sta. No, le miniere bene ordonate, ci sta. Allora non c'è stato. Alla Germania tutte 2 uscite. 2 uscite. 2 ascensori. Sì, ma una una parte alla lontananza e una dall'altra. c'era a Marcinella c'era 2, ma solamente 27 metri di distanza. C'era ancora e tutte e 2 uscite sono in fiamme, non è più possibile di uscire. È una catastrofe. Io sono stato là quando si è fatta la causa. Quello là, quando i tedeschi volevano andare sotto, no? A vedere. Per non far scoprire come è andato il fatto, per non andare in galera il padrone di quella miniera. Allora ha mandato tutto, dice no, buttiamocela qua. Hai capito? Sì. Un deuxième jour va se lever sur Marcinelle. Durant la nuit, les opérations de sauvetage ne se sont pas arrêtées. On est à 880 mètres. On a exploré totalement les niveaux 715-765. Il y a 13 disparus. À 835, on a constaté une teneur mortelle en oxyde de carbone. 89 hommes travaillaient à 835. Pour la deuxième journée, on va fixer des objectifs plus précis. Notre objectif à la brigade que je dirigeais a été d'atteindre le niveau de 907. Avec quels moyens à ce moment-là? Nous disposions à l'époque uniquement de la cage qui subsistait, puisque l'autre cage était restée ancrée au niveau de 975. Et par conséquent, cette cage n'était plus équilibrée par l'autre cage, et nous descendions sur cette cage lourde qui était une cage d'extraction. Cela nous a occasionné beaucoup de soucis, parce que à de nombreuses reprises au cours de nos prospections sous 835, et surtout aux alentours de 880, nous nous sommes trouvés en présence de volutes d'air chaud, pulsantes, qui, à certains moments, l'amplitude de la pulsation venait nous atteindre, et par conséquent, nous devions remonter d'urgence à la surface pour avertir de la situation d'une part, et d'autre part pour prendre des dispositions au bureau technique sur base d'une modification de système de ventilation. Malheureusement, la lourdeur de la cage était telle que le moteur de la machine d'extraction chauffait et avait beaucoup de difficultés à nous remonter. En plus de cela, nous ne disposions plus au niveau de 880 de cordons de sonnette pour pouvoir communiquer avec la surface, ce qui fait que nous laissions 2 sauveteurs au niveau de 835, de façon à ce que nous communiquions avec eux au moyen d'un marteau et de coups frappés sur la tuyauterie, de façon à ce qu'eux, au départ de 835, servent de relais au moyen du cordon de sonnette à la surface. Il y a eu le remplacement, n'est-ce pas, de la cage par une cagette allégée qui nous a permis de descendre sous le niveau de 880 où nous avons dû constater que le guidonnage était défaillant. Nous ne sommes que le 10 août, 2 jours seulement après le déclenchement de l'accident. Cette fois, les Allemands et les Français arrivent apportant les uns du matériel d'analyse, les autres des moyens de communication modernes entre le fond et la surface. On se remet à espérer. Mais bien vite, alors que le 13 août on fait des funérailles officielles aux 6 premières victimes de la catastrophe, on découvre des corps par dizaines à 835. L'objectif 907 apparemment si proche s'éloigne de jour en jour, d'heure en heure. Toujours la chaleur, toujours le feu qui peut renaître à chaque instant, les éboulements, les vapeurs, le gaz, et ce guidonnage qui rend le puits inaccessible au-delà de 880 mètres. Mais il faudra attendre 10 longs jours, jusqu'au 18 août, pour trouver le passage vers les étages inférieurs, vers les quelques 140 hommes qui restent prisonniers des ténèbres et des profondeurs.
une somme incalculable de dangers et de risques qu'ils seront quelques-uns à affronter. L'homme qui va montrer le chemin de 1975, c'est Angelo Galvan. Oui, certainement, puisque moi j'ai travaillé au charbonnage depuis un certain nombre d'années, je connaissais tous les travaux. Par conséquent, c'est moi qui devais faire le guide. Est-ce que la progression a été facile ou difficile? Jusqu'à un certain passage, la progression a été assez facile, parce qu'on pouvait marcher debout. Mais à un certain moment, on devait passer par une communication qui était arrêtée depuis X nombre d'années. On ne savait même pas s'il y avait passage. Et là, on a dû même retirer les appareils dragués de notre dos et les pousser devant nous, tellement que la taille était peut-être... La taille pouvait faire entre 35 et 40 cm d'ouverture. La question est plutôt, on est là 10 jours après le déclenchement de l'accident. Et là, vraiment, vous prenez des risques. Est-ce qu'avec 20 ans de recul, vous pourriez encore prendre ces mêmes risques? Oh, bien sûr. Bien sûr, moi je les reprendrais sincèrement. Parce que, vous savez, quand il s'agit d'essayer de sauver des vies humaines, c'est vrai, il faut essayer. J'ai pu dire à une grande quantité d'âmes, de familles, que j'avais vu leurs pères, leurs époux, pendant les opérations d'identification et de soins, et j'ai pu leur donner ma parole d'honneur que sur aucun, je n'ai vu de traces de crainte sur le visage, ni de mains crispées, ni de marque quelconque de souffrance ou de crainte. Sur aucun, je ne l'ai vu. Si bien que j'ai pu le leur dire. Mais difficilement, elles croyaient. Et les prisonniers de 1035 ont laissé un dernier message. Un message écrit de la main d'Anatole Gonnet, le surveillant de 1035. Un message écrit à la craie, sur une poutre en bois. On recule pour les fumer vers 4 paumes. On est environ 50. Il est 1h15, Gonnet. Ce message, c'est dans la nuit du 22 au 23 août que les sauveteurs l'ont découvert. Quand j'ai vu ça, hein, j'ai eu l'espérance qu'il y avait des vivants. Hein. Et là, c'est pour ça que j'étais plus vite pour aller à fond pour voir si c'était vivant. Moi, seulement. Qu'est-ce qui se passe là? Seulement, quand je suis arrivé en croisement, j'ai vu à peu près une dizaine à terre et sortis en tac avec des fichiers de CO. Hein. Et je dis, avec le numéro qui était marqué sur le bois, ce n'est pas assez. Mais pour moi, ils sont plus loin. Moi, en 20-25 mètres plus loin, j'ai vu les autres qui sortaient abîmés un petit peu. Alors j'ai dit, ça, c'est complet, le numéro qu'ils ont marqué. Mais alors, à ce moment-là, j'ai vu des traces de souris. Et c'est ça qui m'a donné l'impression que je présumais qu'il y avait encore des vivants plus loin. Alors, plus loin, je savais bien qu'il y avait un bavette qui faisait coup de sac. Et je dis, là-bas, il y a une espérance d'avoir. Mais seulement, quand je suis arrivé là-bas à fond, il y avait des signes qu'il y avait 2 wagons d'eau. Donc, ils pouvaient bien vivre de l'eau, avec l'eau. Mais il n'y avait rien. Donc là, tout espoir était perdu. Oui. C'était le 23 août. Oui. Alors vous êtes remonté avec l'âme triste? Oui, ben ça, on a remonté vers 3h30, 4h au matin à ce moment-là. Et en montant, on est monté ici plus loin. Les journalistes, tout ça, ils m'ont demandé comment est-ce que ça va. J'ai dit, ils sont toutes mortes. Là. Tous les cadavres? Tous les cadavres, oui. Le 6 août dernier, des experts et des témoins avaient répondu en direct aux questions des téléspectateurs. Ce soir, nous vous présentons un condensé des réponses qui ont été faites. Les déclarations et le rôle d'Antonio Iannetta. On parle de sa déclaration tout à l'heure dans le film, lorsqu'il a expliqué toutes les opérations, comment il avait encagé, comment cela s'était passé. Pourquoi? Ah oui, ça c'est exact ce qu'il a dit. Quand il est revenu en long voyage, il était tout à fait innocent, il croyait qu'il pouvait prendre la cage pour encager. Alors, oui. Pourquoi à ce moment-là avez-vous eu une réaction Oh, j'avais peut-être jugé une réaction, mais j'ai une réaction, il disait la vérité, c'est ce qu'il a fait exactement. Monsieur Leclerc, vous avez, vous, interrogé Iannetta, c'est-à-dire vous l'avez entendu. Oui. Alors,
Qu'avez-vous retiré de ces longs entretiens avec Antonio Iannetta? L'impression que Iannetta avait perdu un peu le contrôle de lui-même, qu'il ne voulait pas nous dire exactement ce qui s'est passé. Nous ne lui en avons pas voulu. Nous avons essayé d'en tirer le maximum. Il y a toujours un point obscur qui est resté dans ces déclarations. C'est est-ce qu'il a fait... Il a fermé le robinet de la balance pour prendre la cage. Il n'a jamais voulu nous le dire. Est-ce que vos sorts étaient là? On ne saura jamais. Et finalement, quand nous avons appris qu'il voulait partir au Canada et que les autorités judiciaires étaient d'accord pour le laisser partir, nous avons, enquêteurs, estimé que c'était préférable. Les conditions du départ d'Antonio Iannetta au Canada.